Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau sur le podcast Ayurveda Lucie Joao. Nous avions abordé le thème de la santé féminine lors de l'épisode numéro 9 avec Lucie. Et pour ce nouvel épisode, Lucie nous a proposé un concept ayurvédique fondamental qui est celui d'ôter la cause de toute maladie avant toute chose. En termes sanskrits, on parle de Nidana Parivarjana. Et cet épisode va donc aborder quelques points théoriques de l'Ayurveda, mais nous ferons en sorte de vous expliquer chaque notion afin que cela soit clair et accessible. Bonne écoute! Bonjour Lucie, ça fait trop plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast Ayurveda. Bonjour Lorraine, bonjour Nat, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment ravie d'être là pour ce deuxième épisode. Je trouve que le podcast apporte vraiment quelque chose à l'Ayurveda en France parce que l'Ayurveda, avant d'être une médecine, c'est une philosophie, une méthode de prendre soin de soi, de se connaître. Et du coup, juste de l'étudier, ça nous permet de prendre soin de nous, donc. Et le podcast est un vrai support pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, de découvrir l'Ayurveda et de l'approfondir. Donc, merci pour ça et merci de m'inclure. Je suis ravie d'être là aussi pour ce deuxième épisode. Avec grand plaisir. Nous, on adore quand on nous propose des sujets comme tu l'as fait, donc bienvenue à toi. Alors, on va faire un petit rappel sur ton parcours. On l'a déjà abordé lors de l'épisode numéro 9, mais on va faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode numéro 9. Donc, tu es thérapeute ayurvédique au Pays Basque, plus précisément à Urugne. Tu as un cabinet où tu reçois toutes les personnes souhaitant faire un bilan ayurvédique ou une séance d'acupression, ou bien les deux. Tu es passionnée par la sagesse ancestrale indienne. Tu proposes également des formations pour les gens qui veulent aller plus loin sur certains week-ends. Et tu as digitalisé tout ça maintenant. Enfin, c'est en cours. Donc, tu proposes également des consultations à distance et bientôt des vidéos de formation. Si tu as d'autres choses à compléter, n'hésite pas. Ça me paraît très bien. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a indiqué en intro, aujourd'hui, tu nous as proposé un sujet qui est la cause de la maladie. Donc, traiter la cause de la maladie avant toute chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept que tu nous proposes aujourd'hui ? Oui, j'avais envie de parler de ce concept fondamental, vraiment, de la thérapeutique ayurvédique, qui est toujours commencer par éliminer la source du déséquilibre avant de traiter quoi que ce soit. Et du coup, c'est un concept qui est très simple, qui est juste du bon sens, mais en fait, l'Ayurveda, c'est seulement du bon sens. Je crois que c'est Sadhguru, j'ai vu dans un documentaire cette semaine, Sadhguru qui disait « si c'est pas du bon sens, c'est pas de l'Ayurveda ». J'aime beaucoup. Et du coup, ça paraît évident, sauf qu'on oublie de le faire aussi parce qu'on a l'habitude de la médecine allopathique, occidentale, et du coup, en fait, on a un problème, on cherche une solution. Mais en Ayurveda, un des fondements, c'est que on cherche pas la solution, on cherche à identifier la source du problème, à la retirer, et une fois qu'elle est retirée, là on peut traiter. Parce que si on traite sur un déséquilibre, on traite un déséquilibre sans enlever la cause, en fait, on va devoir toujours rajouter, on va traiter et ça va revenir, on va traiter, ça va revenir, on va traiter, ça va revenir, etc.
Du coup, c'est vraiment la première chose à faire, que ce soit pour le praticien, le thérapeute qui reçoit une personne, mais aussi pour l'individu qui essaye de prendre soin de sa santé, qui essaye d'être acteur de sa santé. Et c'est ce que recommande du coup l'Ayurveda, c'est que chacun soit acteur de sa santé. Et c'est pour ça que notre devoir, c'est l'éducation de la personne. Et du coup, pour chacun, on doit toujours se poser la question de «Ah, j'ai des troubles digestifs, bon, qu'est-ce que, éventuellement, dans mon alimentation, pourrait causer le trouble?» Et là, on l'enlève. On ne l'enlève pas pour la vie entière, on l'enlève pour pouvoir traiter. Et une fois que c'est traité, peut-être qu'on le réinsérera. C'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour les relations, c'est valable pour tout ce dont je nourris mes sens. Et en fait, d'abord, on enlève voilà, ce qui a déséquilibré, et ensuite, on traite. Mais du coup, il faut aussi savoir identifier ce qui a déséquilibré. Et là, ça demande parfois de l'aide extérieure. Ben oui, exactement. Et avant justement d'identifier qu'est-ce qui a déséquilibré, si je me place là du point de vue des gens qui sont en train de nous écouter, ils sont en train de se dire, ok, bon, déjà au départ il y a une problématique, hein, en général on est là parce qu'il y a une problématique. Quels sont les principaux dysfonctionnements, les principales problématiques que tu peux voir par exemple en ce moment dans la saison d'hiver? Euh, Là, en ce moment, au-delà de la saison d'hiver, il y a une... je pense on le ressent tous, il y a quelque chose de très pesant dans notre environnement à cause de la pandémie, les confinements, et du coup l'activité qui se réduit, nos relations aussi qui sont un peu plus digitales, et on se fait moins de câlins, on se fait plus la bise, et ça c'est vraiment tangible. Et du coup ce qui est récurrent chez la plupart des personnes que je suis, c'est au-delà des symptômes qu'elles ont et qu'elles pouvaient avoir avant ou qu'elles vont avoir après. Là, il y a quelque chose de très présent chez tout le monde, c'est un certain niveau d'angoisse, voire d'oppression en fait. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose que je remarque aussi beaucoup. Les gens m'en parlent beaucoup, soit sur les réseaux sociaux ou en consultation. Il y a une espèce de stress, d'anxiété. Il y a quelque chose de très lourd, ouais. Mm. Et là, du coup, comment on enlève la cause? Ah, Voilà. Comment on enlève la cause du problème? Eh ben, bien, en fait, oui. pardon, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, mais en fait, on va faire l'erreur de vouloir aller chercher tout de suite une solution, de vouloir aller mettre un peu comme si on mettait un pansement sur la plaie, mais sans soigner la plaie finalement, quoi. C'est un peu ça l'erreur que les personnes ont tendance à faire. Exactement, exactement. Généralement, quand on part dans de l'Ayurveda à la mode, là, les gens vont se dire, ah, je suis stressée. Ah, est-ce que je devrais prendre de l'ashwagandha, par exemple, pour m'aider Ouais. à dormir? Et en fait, non, il faut avoir identifié. On va essayer d'identifier, voilà, pourquoi je suis stressée. Ok. Donc, j'ai une certaine angoisse par rapport à la situation actuelle, par rapport à la pandémie. Alors, qu'est-ce qui, dans la pandémie, m'angoisse? Est-ce que c'est le fait d'être confiné ou est-ce que c'est le risque de perdre quelqu'un? Et là, du coup, on va aller en fait toujours un petit peu plus loin par le questionnement, par essayer d'aller trouver vraiment ce qui me fait peur. Et probablement, à force d'aller creuser, 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 on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas tant de risques que ça, et que juste l'investigation va nous soulager en fait. Mhm. C'est là qu'on voit aussi que l'Ayurveda a plusieurs outils et pas uniquement le rééquilibrage alimentaire. Parce que souvent, c'est ce que les gens attendent, là, comme tu disais, qu'on leur dise de manger des courges, des légumes racines pour éviter le stress et prendre un peu d'ashwagandha. Mais il y a d'autres choses également. Donc, quels sont les autres outils qu'on peut proposer ou comment toi, tu abordes ça avec tes clients, justement? Oui, c'est vrai que l'alimentation, c'est toujours la chose qui est recherchée par les personnes qui se tournent vers l'Ayurveda, mais c'est pas le seul outil. C'est un des outils principaux, hein, clairement. Puis surtout, généralement, on va commencer par là aussi. Mhm. D'abord, Peut-être soigner le le plus système. simple aussi.
le plus Oui, simple, et puis parce qu'on est français, on aime bien manger, donc c'est ce qui nous intéresse en premier. oui, c'est le plus simple et le plus urgent parce qu'on est français, on aime bien manger, puis du coup, on aime bien manger du lait et du cochon. Surtout chez nous, dans le Pays Basque, dans les Voilà. Landes. Donc, du coup, ça pose ce sont pas les meilleurs aliments pour maintenir la santé aujourd'hui, en tout cas. Euh, donc oui, il y a l'alimentation. Moi, je travaille sur quatre domaines principaux qui m'ont été transmis par mes professeurs Shashi Ravi Shankar et Mathéus Macedo, il a un nom de famille. Mais du coup, ces deux, en fait, Shashi Ravi Shankar, c'est mon maître de yoga, et Mathéus Macedo, c'est le Vadya avec qui j'étudie. Et les deux, en fait, nous font travailler sur les quatre mêmes sources de prana. Donc moi, c'est vraiment ce vers quoi je vais dans l'accompagnement de mes clients. Et du coup, en fait, prana, donc l'énergie vitale, ce qui nous permet d'être en vie, c'est aussi le souffle. Euh, donc en fait, prana, c'est le souffle. Quand on dit que dans les religions, on dit que Dieu nous a insufflé la vie. C'est aussi ça, la notion de prana, c'est le souffle, et du coup, c'est ce qui nous rend vivants. La différence entre mon corps mort et mon corps vivant, c'est la respiration. Du coup, le prana, c'est quelque chose d'essentiel à ma santé, à mon bien-être, et en fait, plus j'ai un haut niveau de prana, plus je vais être à même de manifester mon plein potentiel. En fait, c'est un peu... j'aime beaucoup l'image de la batterie du téléphone, en fait, pour le prana. En fait, on est avec une charge pleine. On n'a pas tous la même capacité, par contre. On est avec une certaine capacité en fonction de nos doshas, notre constitution, etc. On est avec une certaine capacité de charge, mais on est avec une charge complète. Et quand ma charge est vide, je meurs. Je meurs de ma belle mort, là, je meurs de vieillesse, mais quand ma charge est vide. Seulement, au cours de ma vie, je peux recharger mon prana, comme la batterie de mon téléphone. Et en fait, avec le prana, plus ma batterie est chargée et plus j'ai de l'énergie, plus j'exprime mon potentiel optimal, ma santé optimale. Donc du coup, je voudrais en fait charger tout le temps au maximum, pouvoir être tout le temps connecté à une charge. Et donc, il y a 4 charges, il y a 4 chargeurs, il y a 4 sources de prana qui sont l'alimentation, le sommeil, la respiration et le silence. L'alimentation, c'est assez clair, on sait que du coup, voilà, on va parler de nutrition, de tous les sens. Mais d'abord des courges, des patates, et tout ce qu'on va enlever comme l'alcool, le café, des trucs comme ça. Et le sommeil, donc le sommeil, c'est quelque chose qu'on a tendance à subir un petit peu dans notre société. Le sommeil, c'est je dors trop, je dors pas assez, j'ai pas le temps de dormir ou quoi. Le sommeil, c'est comme l'alimentation, on doit en prendre soin et on peut le gérer, on est responsable de notre sommeil et on peut l'influencer avec certaines méthodes. Donc on travaille aussi beaucoup sur le sommeil, enlever la source de l'insomnie, enlever la source du sommeil trop lourd, etc. Et ensuite traiter. La respiration, c'est pareil, on respire de toute façon, mais on peut aller vers la maîtrise du souffle pour augmenter notre niveau d'énergie et notre niveau de santé. Et puis déjà en prendre conscience aussi de la respiration, parce que le problème, moi je le vois parmi mes clientes, c'est que quand tu leur demandes comment est votre respiration, est-ce qu'elle est lourde, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est profonde, est-ce que vous pensez à respirer dans la journée, ou c'est quelque chose qui est inné et acquis, et pas spécialement fait d'ailleurs, en fait beaucoup de gens ne se questionnent même pas sur ça. Et déjà rien que d'en prendre conscience de là j'étais concentrée sur quelque chose et j'étais en totale apnée. Pourquoi? Déjà ça c'est un travail, le début d'un travail. Donc la respiration, je te rejoins sur ça, c'est pour moi un des piliers fondamentaux du bien-être et de la santé, quoi. Absolument. Pour recharger notre batterie. Ouais, absolument. Ne serait-ce qu'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et oui, on fait des choses naturellement, mais tout ce que nous enseignent justement les sages de la civilisation de l'Indus, qui nous ont transmis les Védas et l'Ayurveda, c'est que ce qui est naturel, on peut le maîtriser. Et quand on le maîtrise, ça devient un art. Et alors,
on crée quelque chose. Et du coup, prendre conscience de sa respiration, effectivement, c'est déjà le premier pas. Et ensuite, on peut aller faire des exercices qu'on appelle les pranayamas. Selon Vasantlad, si on devait avoir un seul outil thérapeutique en Ayurveda, ce serait le pranayama. Et c'est pas l'ashwagandha, et c'est pas le lait d'or, c'est le pranayama. Donc les exercices de respiration, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, oui, c'est vrai. Libre accès, gratuit pour toute la vie. C'est ça. Profitons-en. Exactement, c'est magnifique. Et du coup, la quatrième source de prana, qui est le silence. Alors là, on va beaucoup l'associer à la méditation, mais c'est pas nécessaire. Alors déjà, toutes les méditations ne sont pas une pratique de silence, et toutes les pratiques de silence ne sont pas de la méditation. Mais voilà, le silence, du coup, c'est quelque chose qu'on va explorer pour améliorer notre santé. Ça peut, en fait, ce qu'on appelle le silence, c'est retrouver notre intériorité, notre paix intérieure, retrouver ce moment de calme et s'orienter du coup vers la connaissance de soi, qui est la thérapie ultime. C'est un beau programme. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que les personnes ont tendance à penser tout de suite à l'alimentation, mais il y a tellement d'autres outils qu'on peut utiliser en Ayurveda, et ça c'est formidable. Tu voulais nous parler du coup d'éviter la cause de la maladie, de supprimer, d'aller chercher en fait vraiment la cause et pas forcément juste de chercher la solution, mais d'aller vraiment chercher la cause. Quels sont tes outils, les outils que tu utilises pour vraiment aller rechercher cette cause-là, pour aller tirer la pelote de laine qui fait que quand il y a une problématique, on va aller chercher, tirer le petit fil et chercher la cause. En fait, il y a un de mes professeurs qui dit que lui, il est médecin, Dr Greger. Donc, ça vient de Dr Greger. Dr Greger, qui est à la tête de Nutrition Facts. Je donne mes sources. Hein. Donc, Dr Greger, il dit toujours que le patient, il vient toujours avec le problème et la solution. En fait, tu n'as même pas besoin de faire grand-chose. En fait, Mais si oui, tu l'écoutes, voilà, si tu l'écoutes, il te donne le problème et la solution. Il dit j'ai mal au ventre quand je bois du café. Ah, arrête le café peut-être, vous voyez. Mais je vais vous raconter une histoire, un conte moderne qui est aussi enseigné par le docteur Greger, qui est en fait c'est un homme qui souffre, qui a toujours mal aux pieds. Il a l'orteil toujours gonflé, rouge, toujours très mal aux pieds, des douleurs chroniques aux pieds, et il va chez le médecin. Donc il dit au médecin, docteur, j'ai mal, j'ai toujours super mal aux pieds, regardez mon pied, il est tout rouge, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Et du coup là, le médecin lui donne un antidouleur et donne une ordonnance pour un antidouleur. Le gars rentre chez lui, prend son antidouleur, ça va mieux. Seulement la semaine d'après, il a de nouveau mal, il retourne chez le médecin. J'ai de nouveau mal aux pieds, machin. Donc le médecin lui donne une dose plus forte, il rentre chez lui, ça va mieux, il est content, et ainsi de suite. Bon, ouais. Vous avez compris que ça va se terminer. Ça peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer longtemps. Voilà, à chaque fois il va chez le médecin, il a de nouveau mal aux pieds. Puis il se décide à chercher l'aide d'un thérapeute d'une médecine plus naturelle. Et donc là, disons qu'il va chez un Vaidya. Et là, le Vaidya lui demande, donc il dit j'ai mal aux pieds, tout le temps mal aux pieds. Puis là, le Vaidya lui demande pourquoi vous avez mal aux pieds? Et le gars dit parce qu'en fait, tous les matins, quand je me réveille, je donne un coup dans la table basse. Enlève ta table basse. Et en fait, ça, c'est typique de ce qui se passe avec les personnes qu'on rencontre. Les consultations en Ayurveda, elles sont très longues. Enfin, ça va certainement dépendre des praticiens, j'imagine, mais moi, un bilan, ça va durer 1 heure et demie facilement. Et en fait, c'est parce que je prends du temps pour aller trouver la table basse chez la personne et la convaincre qu'il faut la mettre ailleurs. Parce que généralement, quand on a compris que ça venait de la table basse et qu'on dit à la personne, regarde, enlève ta table basse là, elle n'est pas au bon endroit chez toi, si tu la tapes tous les matins, il faut l'enlever, il faut la mettre, l'enlève pas, mets-la juste ailleurs, pousse-la. Peut-être que c'est la table basse de ta grand-mère et que tu y tiens vraiment et tout, mais là juste ailleurs. Et les personnes disent, ah non, surtout pas la table basse, vous pouvez tout m'enlever, je peux prendre tout ce que vous voulez, je peux faire tout ce que vous voulez, mais pas la table basse. Et du coup, il faut aussi le temps de comprendre. Généralement, du coup, ce que je propose quand il y a une réticence comme ça, enlever la source du problème, c'est souvent, généralement, la source du déséquilibre, c'est ce à quoi on est attaché.
C'est clairement ce à quoi on est attaché. C'est aussi ce qu'enseigne le yoga. Et du coup, c'est un petit peu difficile. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse l'expérience pendant 1 mois de mettre la table basse ailleurs pendant 1 mois et pour faire l'expérience dans notre corps de comment on se sent dans notre corps, dans notre mental, de comment on se sent quand on n'a pas la table basse. Est-ce que juste faire l'expérience d'1 mois, c'est possible? Là, généralement, c'est possible. Alors, on fait ça. Et après le mois, du coup, la personne elle peut faire le choix délibérément elle sait comment elle vit avec la table basse, elle sait comment elle vit sans la table basse, et ensuite elle fait son choix. Là, c'est plus de ma responsabilité, c'est à elle de faire le choix pour sa santé. Ma responsabilité, c'est de lui montrer les 2 options et qu'elle en fasse l'expérience. Exactement. C'est vrai que c'est très souvent comme ça. Pour donner un exemple, parce que là, la table basse, c'est très parlant, j'adore cet exemple-là. Mais ça me fait penser à une cliente en accompagnement qui m'a dit là, très récemment, elle m'a dit, écoute, j'ai bien compris l'ordre de consommation des aliments, mais donc du coup, je me rends compte que quand je mange dans l'ordre que tu m'as conseillé, j'ai pas de problème digestif, je digère bien, mais du coup, à quel point c'est important de le faire? Je dis: «Ben, à quel point c'est important pour toi de bien digérer?» «Ah bon, bah d'accord, j'ai ma réponse». Donc donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris, tu peux faire le choix délibérément, en fait. Tu peux te dire: «OK, je sais qu'est-ce qui va être bon pour moi par rapport» bah voilà, ton histoire de table basse, elle est très parlante, hein, Oui, j'adore c'est et je exactement ce peux que tu faire, en fait, décris. mon choix, Voilà. en conscience. Tu deviens responsable de ta santé et c'est ça qu'enseigne l'Ayurveda ou quand on vient en consultation, c'est ça qu'un thérapeute est censé donner. C'est les clés pour prendre en main sa santé et être autonome face à ça en fait. Et c'est pas juste une ordonnance ou un programme. Et Ouais. d'ailleurs aussi une autre notion, c'est que chaque consultation est très différente. Donc quand on lit par exemple sur internet, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème et se disent je vais aller lire sur le groupe d'Ayurveda ce qu'il faut faire. Bah non, non s'il vous plaît, non. Ça dépend de plein de choses et chaque terrain est tellement différent, chaque table basse est très différente, donc voilà, c'est individuel. Donc une consultation ou les programmes donnés à une personne ne sont pas bons pour tout le monde, donc faire attention à ça. Non, puis voilà, si c'était si simple que ça, qu'un problème, une solution, il y aurait aucun intérêt à aller vers l'Ayurveda, en fait. L'intérêt de l'Ayurveda, c'est vraiment d'apprendre à devenir son propre thérapeute et à se connaître soi-même. Donc ça doit pas être simple. Et c'est vrai, encore hier, pour donner encore un autre exemple, encore hier, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une personne qui me demande sur quel point appuyer pour soulager les symptômes de la préménopause. Mais voyons, non, ça marche pas comme ça en fait. J'aimerais tellement que ça marche comme ça. J'aimerais tellement vous dire, regardez ce Magie. petit point-là. Mais en fait, non, ça va dépendre déjà de quels symptômes vous avez, de qu'est-ce qui génère le symptôme, et du coup de trouver, justement la source du déséquilibre et qu'est-ce qu'il y a dans votre vie à vous qui est certainement très particulière par rapport à la vie de Micheline et de Ginette, et de ce qu'il y a dans votre vie à vous qu'on peut modifier de manière douce et confortable pour que vous alliez mieux, et pas un point. Évidemment que l'acupression, elle m'a posé cette question-là puisque l'acupression c'est ma spécialité, et on voit souvent en réflexologie, si vous voulez traiter le foie, appuyez sur tel point, mais en fait c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est dans une démarche thérapeutique. Une fois qu'il y a du coup une stratégie définie, qu'on va aller du coup travailler les points en fonction de la stratégie définie, mais c'est pas juste appuyer sur un point, ça va pas. Oui, ça va peut-être soulager immédiatement quelque chose et pas les symptômes de la préménopause, mais par exemple une migraine ou quoi, ça peut la soulager, mais la santé, ça se construit
Et c'est un autre point que je voulais qu'on aborde toutes les trois aujourd'hui, c'était ça, enfin un autre point, c'est le même point en fait. C'est que Oui, on en revient toujours à la même chose. c'est ça, la santé, ça se construit. Et, euh, et du coup, j'aimerais un petit peu expliquer ça peut-être parce que ça nous paraît, nous, évident parce qu'on l'étudie depuis longtemps, hein, on travaille avec et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas éduqué comme ça, en fait. On a l'impression, en fait, que de subir la santé, que c'est une question de chance, voire de péché. On a fait qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, etc. Et en fait, non, voilà, c'est encore une question de responsabilité. Pas que, il y a bien sûr plein de choses à prendre en compte, mais en fonction du terrain, comme tu disais, Lorraine, on est avec une certaine constitution, on est avec un terrain. Ma santé, ma santé optimale, elle est définie en fait par le modèle que je suis. Donc, pour reprendre l'idée du téléphone, en fait, si je suis, je sais pas, je devrais prendre un exemple que je connais mieux que le téléphone, mais si je suis tel modèle de téléphone, je vais avoir telle et telle capacité et l'autre téléphone, il va avoir d'autres capacités sur d'autres trucs, d'autres fonctions, etc. Pour les humains, c'est pareil. Chacun a sa capacité, sa fonction, et du coup, au niveau de la santé, on ne naît pas tous égaux. En revanche, sur ce terrain avec lequel on est, on a le choix et la responsabilité de se maintenir à 100% le plus longtemps possible. Les textes classiques nous disent qu'on peut vivre 100 ans en parfaite santé et qu'après 100 ans, le corps se dégrade. Donc si on respecte notre corps, nos besoins et tout ça, pendant les 100 premières années, notre corps se dégrade pas. Donc souvent on se dit ah mais c'est l'âge, ah je perds la vue un peu mais c'est l'âge, ah mais j'ai des bouffées de chaleur, c'est normal, c'est la ménopause. Non, ça ce sont des signes de déséquilibre. Et en fait, souvent, on a l'impression que que les maladies, elles arrivent par la poste. Mais pourquoi j'ai attrapé ci, on se pose même pas la question de pourquoi pauvre de moi, j'ai attrapé ça. et, euh, en fait, non, ça fait pas plaisir à entendre, mais généralement, on est responsable de notre maladie parce qu'on n'a pas su entretenir le terrain. Et oui, certaines personnes ont un terrain beaucoup plus fragile et du coup, la maladie va arriver beaucoup plus facilement. Mais ces personnes-là, grâce à la connaissance de soi et aux outils de l'Ayurveda, elles peuvent se maintenir à 100% de leur propre terrain et du coup avoir une meilleure qualité de vie. Comment ça se construit du coup le système immunitaire selon l'Ayurveda? En fait, je vais faire très rapide, je vais pas je vais faire très très simple et très rapide, mais du moment que en fait, mon corps se reconstruit en permanence. Il se reconstruit sur la base de ce dont je le nourris par mes 5 sens, mais disons principalement la nourriture. Donc, j'avale une pomme. Elle va dans mon système digestif et elle est transformée en, en nutriments. Et de ces nutriments, en fait, je vais conserver ce que j'estime, ce dont j'ai besoin pour nourrir mes tissus, et je vais éliminer ce dont je n'ai pas besoin. Là, c'est vraiment le travail de mon système digestif de faire le tri entre ce qui va me reconstruire et ce que je vais éliminer. Donc j'élimine les trucs et ce que j'ai gardé pour me construire, en fait, c'est envoyé dans mon système lymphatique, c'est envoyé dans mon plasma. Là, les cellules de mon plasma, elles vont prendre ce dont elles ont besoin pour se reconstruire. Vous savez, les cellules, elles se dédoublent en permanence, elles se reconstruisent en permanence. Notre corps se régénère du coup sur cette base-là. Donc là, ça va dans mon système lymphatique. Mon système lymphatique se nourrit cellule par cellule. Avec ce qui reste, ça va être transmis du coup à mon sang. En fait, la partie rouge de mon sang, qui est Racta. Puis en fait, petit à petit, à la chaîne, ça va parcourir mes 7 tissus. Mes 7 tissus, donc ça va aller en fait jusqu'aux os, le système nerveux, puis le système reproducteur. Jusqu'à mon système reproducteur, là, en fait, s'il reste quelque chose des nutriments, en fait, il y a eu suffisamment de nutriments pour tous mes tissus, si tous mes tissus ont eu ce dont ils avaient besoin pour se reconstruire, ça va aller nourrir du coup mon système reproducteur, et de là, en fait, s'il reste quelque chose, ça va créer
une matière qu'on appelle une sève qu'on appelle Ojas. Ojas, c'est l'essence sublime, selon Charaka, donc un des auteurs classiques de l'Ayurveda, selon Charaka, Ojas, c'est l'essence sublime de notre corps. C'est de la nourriture, ce qu'on va retirer de plus subtil, de plus merveilleux. Mais ça, on ne le retire qu'à condition que tous nos tissus soient parfaitement nourris. Puisque d'abord, mon système lymphatique va se nourrir, puis mon sang, puis mes muscles, puis mes tissus adipeux, puis mes os, puis mon système nerveux, puis mon système reproducteur. Et après, ça va aller faire au jazz. Donc c'est un processus qui prend 35 jours entre ma pomme dans ma bouche et au jazz. 35 jours, 40 jours par là. Et ça demande une excellente circulation, ça demande un excellent système digestif, ça demande plein de choses pour arriver jusqu'à Ojas. Mais une fois que j'ai Ojas, c'est ce qui va me rendre fort, ce qui va... En fait, le système immunitaire est dans Ojas, et la joie aussi, l'amour, le plaisir est dans Ojas. Ram Manohar dit que quand on a Ojas, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Quand on a un Ojas, quand on a une bonne présence d'Ojas, on ne peut pas s'empêcher de sourire. On est amoureux de tout le temps. Et en fait, c'est ça qu'on recherche. Et du coup, le système immunitaire, en fait, il est une conséquence de ça. Et ça se construit, ça se nourrit. Exactement. Et tu parlais d'une pomme en nourriture, mais il n'y a pas que la nourriture alimentaire, hein, ça va être une nourriture des 5 sens finalement qui va nourrir tous nos tissus pour arriver de tissu en tissu pour arriver à Ojas et à nourrir notre système immunitaire. Il n'y a pas que la nourriture alimentaire. Oui, tout ce qui va me pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ce qui me pénètre. Le corps humain est poreux. On est composé essentiellement de vide. Ça, c'est la science moderne qui le dit aujourd'hui, mais les Samhitas le disaient déjà il y a 5000 ans. On est essentiellement vide et creux. Et du coup, tout ce qui me pénètre de l'extérieur vers l'intérieur doit être digéré et va être transformé possiblement en Ojas. Donc tout ce qui nourrit mes sens, les 5 sens, en fait, les portes entre l'extérieur et l'intérieur, ce sont les 5 sens. C'est ce qui me permet de percevoir et de capter l'information, et ensuite l'information va être digérée. Donc c'est valable pour tout ce que je touche, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sens. Et on n'y fait pas tellement attention. On fait pas tellement attention. On va faire peut-être attention au parfum, à avoir une belle odeur, mais pas forcément à avoir une odeur naturelle. Alors qu'on va faire attention à avoir une pomme biologique. Pour le parfum, on devrait aussi faire attention à avoir un parfum naturel, des senteurs. Il y a des choses magnifiques en odeur naturelle. Les huiles essentielles, ça peut être un peu fort selon les personnes, mais le bois de santal, l'ambre, des choses qu'on peut avoir chez nous, des matières, des fleurs fraîches. Voilà. Ça va nous nourrir de la meilleure des manières au niveau de l'odorat. Et du coup, bon, pour revenir à enlever la source du problème, parce qu'on sait bien comment nourrir nos sens, s'entourer de belles choses, porter des belles matières, dormir dans des draps soyeux, etc. Mais comment, du coup, le déséquilibre peut arriver par l'ouïe, par exemple, ou par la vue. En fait, tout ce qui me pénètre peut me déséquilibrer. Donc, n'importe quelle information, et ça peut être du coup les médias, peut me déséquilibrer. Il est évident que les chaînes d'information en continu ou la radio d'information en continu va avoir un énorme impact sur ma santé, sur mes tissus, sur mon système nerveux, sur mon mental et du coup sur la possible création ou pas d'Ojas. Et du coup, ce dont je me nourris, c'est la pomme, mais c'est aussi ce que je regarde à la télé, ce que je lis voilà, ce que je lis, ce que j'écoute, la musique que j'écoute, tout ce qui va tout ce que je vais recevoir comme information peut me déséquilibrer ou m'équilibrer. Alors après, on ne dit pas de se couper non plus du monde, mais justement de le faire avec modération, surtout quand on prend conscience que c'est pas bon pour nous. Donc voilà, comme tu dis, la télé, les médias, etc. Se tenir informé, c'est bien, mais ne pas écouter 24 heures sur 24 les mauvaises c'est ce que je disais l'autre fois, l'information, oui, la pollution sonore et visuelle, non, quoi.
Je pense qu'il y a deux poids, deux mesures entre se tenir informé de l'actualité et se nourrir d'actualités négatives H24, c'est quand même pas la même chose. La frugalité, en fait. Mm. La frugalité aussi dans les autres sens, on le sait très bien pour la nourriture, on fait attention à pas se goinfrer, parce qu'on sait que si on se goinfre, on va se sentir mal après, on va être malade. Mais se goinfrer d'informations, quelles qu'elles soient, ça peut être, oui, ça peut être les informations, l'actualité, mais ça peut être aussi les séries, des choses violentes, et en fait, binge-watcher des trucs violents, ça va aussi perturber énormément mon système. Mon cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience entre ce que je vis pleinement et ce que je regarde. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une émotion, quand je regarde un film violent et que ça me tend, cette tension-là, mon corps la vit comme si elle était, comme elle est réelle en fait, puisque mon corps se tend. Et du coup, ça crée une empreinte dans mon corps. Et du coup, là, quand on parle de frugalité pour les 5 sens, frugalité de l'information, c'est pas s'isoler, comme tu disais, Lorraine, mais c'est faire les bons choix. En fait, c'est se nourrir avec parcimonie, se nourrir de choses qui vont du coup engendrer des expériences positives plutôt que des expériences négatives et choisir le sentiment dont on veut se nourrir. On peut faire le choix, évidemment, on n'a pas tous envie de vivre avec les fées et les papillons. On peut faire le choix de s'impliquer dans ce qui se passe du coup dans le monde et de vouloir manifester, de vouloir changer les choses et de s'impliquer dans des choses qui peuvent être difficiles, d'aller faire des missions sur des zones de guerre, etc. Mais en fait, il faut toujours que ce soit un choix, que ce ne soit pas quelque chose de subi. Et si j'en ai fait le choix, je vais avoir la capacité de le transformer en une expérience positive, puisque j'ai décidé de le faire, alors je sais ce que ça va nourrir chez moi. Et là, ça devient une expérience positive, même si elle est désagréable, même si elle est souffrance. Ce que je vais en retenir, ce qui va du coup avoir nourri mes tissus, ce sera de la satisfaction. Je serai satisfait de mon expérience. Ouais, c'est une super explication de l'unicité, je trouve. Chaque individu est capable de faire certaines choses. Donc, comme tu disais, certains peuvent s'engager dans des pays en guerre et puis d'autres vont préférer lire des contes. Bon, c'est ça qui fait notre individualité, on a besoin de tout. Ce qui est super dans tout ce que tu dis, Lucie, parce que c'est vrai que nous, en tant que praticienne, on connaît hein, cette méthodologie-là d'enlever la cause de la maladie avant toute chose. Mais ça donne un pouvoir aux gens qui sont en train de nous écouter de se dire « Ok, j'ai telle problématique, quel petit pas je peux faire aujourd'hui, si je peux faire une chose aujourd'hui pour enlever une cause, pour aller chercher quelque chose. » Tu vois, donc, quelle que soit en fait la problématique dans laquelle se trouvent les gens qui nous écoutent, ils savent que voilà, maintenant, tu as le pouvoir d'identifier et d'enlever une cause possible. Et puis après, ben, vois ce que ça donne et puis on en reparle, tu vois. Bah déjà, c'est bien de faire des tests en fait, Ouais. parce que souvent on pense que ça peut être ça ou ça peut être autre chose, et du coup faire des tests, c'est le diagnostic différentiel en fait. Essaye d'enlever un truc, vois comment tu te sens, et si tu te sens mieux, ben enlève-le, pas définitivement, mais jusqu'à ce que tu te sentes mieux en fait, puis réintroduis-le avec de toutes petites doses ensuite une fois que tu te sens mieux. Mais du coup, pour donner des exemples très courants, très courants, le café. Clairement, les troubles digestifs, c'est hyper commun. La plupart des gens souffrent de troubles digestifs. C'est quoi un trouble digestif ? Un trouble digestif, c'est que du moment que j'ai en fait, une bonne digestion, plutôt, voilà. C'est quoi une bonne digestion ? Une bonne digestion, c'est quand j'ai faim régulièrement, c'est-à-dire je devrais avoir vraiment faim, vraiment cette sensation de faim physique, d'urgence, 2 fois par jour à peu près. Je devrais avoir cette sensation-là. Si je ne l'ai pas, c'est que mon système digestif est peut-être affaibli. Et après avoir mangé, je devrais me sentir tout aussi léger qu'avant d'avoir mangé. La seule différence, ça devrait être que j'ai plus faim. Donc après mon repas, je dois me sentir comme avant mon repas, seulement je n'ai plus faim. Donc être fatigué après le repas, avoir des gaz, des ballonnements, des crampes, ça c'est des troubles digestifs.
Et les gros troubles digestifs qui sont hyper courants, qui vont être les syndromes du côlon irritable, ce genre de choses-là, les personnes qui vont souffrir de constipation ou de diarrhée, tout ça, c'est de ce que je vois au cabinet, dans la moitié des cas, c'est lié au café. Ça peut être plein d'autres choses. Il y a des gens qui supportent très bien le café, mais si on souffre de troubles digestifs, qu'est-ce qu'on peut faire comme test? Voilà, les tests faciles, les sources de déséquilibre les plus courantes et les tests faciles à faire. Ça va être enlever le café pendant 1 mois, par exemple, pour voir comment vous vous sentez. Ou l'alcool. L'alcool, de toute façon, c'est un cancérigène de classe 1, c'est mauvais pour tout le monde. Mais probablement, si vous avez des troubles digestifs, ça peut venir de là. Ce qu'on peut du coup essayer aussi, c'est de manger chaud, éviter les crudités pendant 1 mois, éviter les crudités, surtout pendant les mois d'hiver, voir comment on se sent. Bon, le gluten, je suis pas fan d'enlever le gluten. Généralement, en fait, on digère pas bien. Les gens, quand les personnes enlèvent le gluten, ils voient tout de suite une amélioration. Mais parce qu'en fait, le gluten, c'est quelque chose qui est difficile à digérer. Donc, si j'ai un système digestif faible, ben, ce qui est difficile à digérer, j'ai du mal à le digérer, évidemment. Donc, quand j'enlève le gluten, je me sens mieux. Mais en fait, il faut trouver pourquoi mon système digestif est affaibli. Et du coup, je vais enlever les premières choses qui peuvent lui nuire, qui sont voilà, les choses difficiles, les choses qui perturbent le système digestif. Donc, le café, l'alcool en premier lieu. Et après, tout ce qui va être difficile à digérer, ça va être la viande, le gluten, l'ail possiblement quand on en mange trop. À quoi vous pensez, vous? Les produits laitiers. Ah oui, oui, merci, les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est Le sucre. Ouais, le sucre, on en mange beaucoup. Un mois sans sucre, c'est très difficile. Mais il faut se rappeler qu'en fait, c'est le sucre raffiné qui n'est pas bon. On peut consommer des sucres, plus de sucre lent, voire les fruits secs, c'est très sucré. Les dattes, par exemple, ça nous donne cette impression de cette satisfaction du sucre qui est importante aussi pour nourrir nos tissus et notre cerveau. Mais du coup, sans les méfaits du sucre raffiné, faire ce genre d'expérience-là. Une fois qu'on a identifié la source, du coup, on va l'enlever pendant un moment et stimuler notre feu digestif et rééquilibrer notre feu digestif en fonction de ce dont il a besoin. Et souvent, du coup, ça va être grâce à la chaleur et aux épices qu'on va pouvoir rééquilibrer notre système digestif. Et du coup, une fois qu'il a retrouvé son équilibre, son potentiel de transformation, alors là, on pourra réintégrer les choses qu'on a enlevées et qui pourraient nous faire plaisir. Mais le café, l'alcool et le fromage, c'est jamais bon pour la santé. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour tous les gens qui nous écoutent. En plus, cet épisode va être diffusé en tout début d'année. Donc, je sais que les gens, ils aiment bien avoir des bonnes résolutions, tu vois. Donc la première, ça serait d'aller, voilà, si vous nous écoutez, allez chercher la première cause et puis faites le test. Enlevez-la pendant 1 mois et puis revenez nous dire ce que ça a donné. Ou alors on se verra en consultation avec Lucie, avec Lorraine ou avec moi. Ok, eh ben écoute, on arrive à la fin de l'épisode, Lucie. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'avoir ces échanges avec vous. J'espère que c'est pas le dernier, c'est le deuxième, j'espère que ce sera pas le dernier. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, attends, on va pas se quitter comme ça, on a nos petites questions rituelles. Même si on te les a déjà posées dans l'épisode 9, mais on va en remettre une petite couche. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels en ce moment? Mes rituels, j'en ai plein. J'aime le rituel, donc j'en ai vraiment plein. Mais du coup, la première chose que je fais en me levant, qui est de m'observer. Et du coup, en fait, je regarde. D'abord, je joins mes 2 mains. Donc, dès que je me lève, en fait, dès que j'ai les yeux ouverts, en fait, je joins mes 2 mains et je regarde mes paumes. Puis, je passe les mains sur mon visage et je descends en fait sur tout mon corps. Et je regarde tout mon corps. Après, je me lève, je vais me regarder dans le miroir. Ça paraît très narcissique de faire ça. La première chose que je fais, c'est de me regarder. Non, c'est très ayurvédique en fait. Ouais. L'observation, c'est ce qui me permet de voir
est-ce que je me sens bien? Et donc, du coup, je me regarde et je me pose ces questions-là. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai bien dormi? Comment je me sens? Voilà. Et de là, je vais du coup mieux me connaître et je vais aussi mieux identifier un éventuel déséquilibre avant qu'il se manifeste, avant que se manifeste un trouble, une maladie. Non, en fait, si je prends ce temps-là d'observation dès le matin, la première chose que je fais, c'est ça, me reconnecter à moi, après avoir fait l'expérience du rien et du tout dans mon sommeil, je me reconnecte à mon corps. Puis là, je vais aller du coup faire prendre soin laver mon corps, etc. Et commencer ma journée. Et après, je vais avoir mes rituels du soir. Mais là, c'est trop long. On fera un épisode rien que sur tes rituels. Top. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes projets en cours? Oui, alors l'année prochaine, j'ai mon livre qui sort, le livre sur équilibrer sa santé digestive par l'Ayurveda, donc qui sort en octobre 2021. Et j'ai du coup là mes cours en vidéo qui sortent là en fin d'année. En fait, ça fait plusieurs mois maintenant que je donne des cours d'approfondissement de l'Ayurveda à mes clientes que je vois en consultation au cabinet. Mais les clientes que j'ai en consultation en ligne m'ont demandé de le faire aussi. Et donc du coup, je le disponibilise là ce sera en ligne quand l'épisode sortira en début d'année. Et du coup, c'est un cours en fait qui permet de découvrir ou approfondir les fondements de l'Ayurveda, ce qu'on fait dans le podcast. Et du coup, ce sera un format un petit peu plus long sur la vidéo. Et voilà. Et en fait, pardon, j'en profite pour dire un truc, parce que je voulais parler d'un documentaire que j'ai vu il y a quelques jours et qui est juste merveilleux, qui s'appelle Ayurveda Unveiled. Il n'a pas encore été très diffusé. J'ai la chance d'avoir rencontré Ilinka Blanchard, Inka Blanchard, pardon, qui est responsable de la diffusion de ce documentaire. Et vraiment, je vous le recommande, il est superbe. Ça s'appelle Ayurveda Unveiled. C'est un documentaire de quand même 5 heures. Qui est disponible en streaming, donc il suffit de le chercher sur Google. Et en fait, c'est une dame, Gita, qui a interviewé les plus grands noms de l'Ayurveda et qui nous a en fait offert cet enseignement-là. C'est vraiment à un niveau, c'est accessible à un niveau débutant, mais c'est destiné à un niveau intermédiaire où en fait on reprend tous les fondements. Et ce documentaire est magnifique, la musique est magnifique, les images sont magnifiques. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse-là. Eh ben, génial, on mettra le lien dans les notes de l'épisode, on diffusera ça, super. Ben, merci beaucoup Lucie. Merci. Ok, dernière petite question rituelle. T'es prête? C'est l'instant de gratitude. Ah. Oui, je suis prête. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? J'aimerais remercier le tout, toujours, en permanence, et ça fait partie de mes rituels. Mais aujourd'hui, particulièrement, je voudrais faire un petit clin d'œil à mon ami Sylvain, avec qui j'étudie. C'est Sylvain Bouzan, qui est aussi praticien en Ayurveda à Perpignan et professeur de yoga. Yoga Sylvain Ayurveda sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est mon camarade de classe et il m'apporte beaucoup. Du coup, c'est toujours important d'échanger, d'avoir une communauté autour de soi avec laquelle évoluer et réfléchir. Et du coup, un petit clin d'œil à Sylvain, mais je voudrais aussi vous remercier pour tout ce travail que vous faites et encore une fois de m'inclure dedans. Merci beaucoup Lucie. Merci beaucoup Lucie. C'était plein de joie de te recevoir à nouveau. C'était un super épisode. Je suis tellement contente. J'adore. Merci. À bientôt Lucie. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!